Viene el centro, clave, gol! Gol! Chers braves, bonjour ou bonsoir, le podcast 44, l'homme serpent, et évidemment la suite de la finale de la Coupe du Monde 86 entre la France et l'Argentine au stade Azteca. Alors, 44, c'est pas année érotique, hein, c'est 69 années érotiques, 44, c'est Saint-Étienne. Supporters, laisse pas tomber Saint-Étienne. Mais non, on va pas les laisser tomber. Et puis 44, mais général 44, évidemment, je le vois qui frétille derrière moi, qui me lance des « Dieu !» Et oui, 44, 6 juin 44, le débarquement en Normandie. The days long, the days long, the days long, etc. Et puis, un peu plus tard, du 19 au 25 août, oui, mais bien sûr, la libération de Paris. Et général, vous pouvez me la refaire, là, 75 ans et demi après ? Venez. Allez, on va voir un petit peu. Si vous avez encore les mots, le ton. Oui, le micro est bien ? Oui, on y va, général. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Ah ben, c'est incroyable! Vous l'avez! 75 ans et demi après. Général, je vous propose d'écouter la version originale, quoi, à l'époque, en août 44. Vous êtes d'accord ? Allons-y. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Eh ben moi je dis, général, que 75 ans et demi après, vous avez toujours cette voix, c'est incroyable. Bon, on se retrouve en fin de podcast. Le titre de ce podcast 44, je l'ai dit, l'homme serpent. Des retours, je l'ai dit aussi, bref. Évidemment, France-Argentine, stade Azteca, je me répète, c'est l'âge. Alors, une mauvaise nouvelle qui nous est arrivée hier en fin de journée, et a fortiori pour les gens de ma génération, et même un petit peu plus jeunes, l'homme serpent, c'était le surnom qu'on avait donné à Rob Reisenbrink. Robbie pour les intimes, ailier gauche de génie, très fin, racé, élégant, et qui avait dans sa manière de courir un peu avec ses petites jambes de serin, là, un peu arquées, tu as toujours l'impression qu'il va tomber, mais il est toujours là, et il ondulait comme un serpent. Il allait pas tout droit. Tu vois, c'est comme les bulldogs anglais. Si vous les connaissez, voilà, vous les promenez, ils vont pas tout droit. Ils sont toujours un petit peu sur le côté. Alors le serpent, quelque part, il va tout droit. Mais il y va pas d'un pas alerte, si vous voulez. Ça tourne. Toc, 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 toc. Et Reisenbrink, merveilleux dribbleur, rappelait un petit peu dans sa manière de déambuler balle au pied, un serpent, d'où son surnom d'homme serpent. Raymond Goethals, qui était son entraîneur à Anderlecht, lui, l'appelait l'anguille. C'est un peu pareil, quoi. L'anguille, un petit serpent. Et Robbie nous a quittés. C'est pas une surprise parce qu'il était malade depuis longtemps et on attendait malheureusement la triste nouvelle à 72 ans seulement, mais très marqué. Si vous voyez des photos d'il y a quelques jours, quelques semaines, un an, c'est plus évidemment, il y a l'âge, mais il y a évidemment la maladie. C'était un joueur. Alors lui, néerlandais, finale 74 et 78, il a marqué évidemment le football néerlandais au niveau de l'équipe nationale, car même s'il a joué à Amsterdam, mais
pas l'Ajax d'Amsterdam, il est originaire de la banlieue d'Amsterdam, un club un petit peu neutre, un autre club d'Amsterdam. Il a fait l'essentiel de sa carrière. Il a joué en Ligue 1, hein, sur la toute fin, mais une douzaine de matchs à Toulouse. Mais enfin bon, c'était plus le Reizenbrink des grandes années. Mais il a fait l'essentiel de sa carrière à Anderlecht. À l'époque où Anderlecht dominait le football belge d'une manière générale, avec le Standard de Liège aussi, c'était pas rien, et le FC Bruges, mais aussi au niveau européen. Il va gagner 2 Coupes des Coupes, en 76 et 78. La première en finale, en plus il a une influence terrible, hein. La première finale en 76, c'est contre West Ham, victoire 4-2, 2 buts de Reizenbrink et 2 buts de Van der Elst, l'attaquant belge, qui était un redoutable buteur. Et compte tenu de son poste, ailier gauche, il a des statistiques au niveau but de l'ordre de 0,44% de buts par match, quoi. Quasiment un but... Non, même plus, bien plus. Oui, non, sensiblement ça. Un but tous les 2 matchs. Pas loin d'un but, voilà, tous les 2 matchs. Mais pour un ailier gauche, pas loin d'un but tous les 2 matchs, c'est énorme, c'est des statistiques d'avant-centre plutôt. Et là, il marque des buts importants, parce que c'est le premier et le troisième, donc victoire 4-2. Et après, alors là j'y étais, c'était au Parc des Princes en 78, l'Anderlecht explose l'Austria Vienne, 4-0, 2 buts de Reizenbrink, mais là aussi c'est important parce que ce sont les 2 premiers, et curieusement 2 buts de l'arrière droit et capitaine, Van Binst. Alors la Coupe des Coupes, pour les plus jeunes, c'est une compétition donc qui a disparu avec l'arrivée de la Ligue des Champions. Les vainqueurs des Coupes nationales vont en Liga Europa. À l'époque, c'était normalement la plus faible des 3. Il y avait la Coupe d'Europe des clubs champions, donc tous les champions sortants. La Coupe de l'UEFA qui était redoutable, puisqu'il y avait, notamment pour les grands championnats, les 2e, 3e et 4e, mais souvent ces 2e, 3e et 4e, qui avaient terminé à ce classement-là la saison d'avant, souvent au moment où ils jouaient, il y en avait un des 3 qui était leader d'Angleterre, d'Italie, d'Espagne, etc. Et la Coupe de l'UEFA, on disait même que parfois elle était plus dure, surtout qu'elle avait un tour en plus. La Coupe des Coupes, tu gagnes la Coupe de ton pays... Parfois, il y a un concours de circonstances, tu peux être la 5e ou 7e ou 8e équipe de ton pays, on le sait. Mais là, quand même, Anderlecht, notamment en 78, ils avaient éliminé des clubs, tu vois, comme Porto, comme Hambourg, c'était pas rien, quoi. C'était pas un long fleuve tranquille. On dit que c'était a priori la compétition la plus faible des 3, mais enfin, elle n'était pas faible non plus. Surtout avec les clubs de l'Est, tu vois... Est allemand, etc. et tout, c'était l'enfer. En général, c'était pas le 8e qui gagnait la coupe de RDA, ou de Roumanie, ou de Pologne, etc. Bref. Et après, la Supercoupe existait déjà à l'époque. Et à l'époque, elle était en match aller-retour. Et pour vous donner le niveau de cette équipe d'Anderlecht, où Reizenbrink était la star incontestée, d'ailleurs, il a été élu meilleur joueur étranger de Belgique. Et des étrangers, il y en avait passé dans toute l'histoire, évidemment, du championnat belge, qui était, avant l'arrêt Bosman, redoutable. Hein, redoutable. Et ils ont plus... Alors, si on compte toutes les Coupes d'Europe, puisque Malines en a gagné, etc. et tout, l'air de rien, ils ont plus gagné de Coupes d'Europe que nous. On en est à 2. Mais nous, bon, il y a quand même une Coupe des Champions... un club belge n'a jamais gagné la Coupe d'Europe des clubs champions. Mais enfin, ils ont pu arriver en finale, comme le FC Bruges, qui s'incline à Wembley devant Liverpool, 1-0, un but de Daglish. Ils ont fait d'autres finales de Coupe de Coupe, certaines perdues, mais ils en ont gagné plus que nous, je veux dire tout confondu. Et en Supercoupe, tenez-vous bien, en 76, match aller-retour, ils jouent contre le Bayern. Bayern qui avait donc battu Saint-Étienne. Poteau carré, Glasgow, bon, on va pas refaire l'histoire. Encore qu'avec les Neptuniens,
À voir s'ils mettent leur nez dedans, on n'en est pas là. Donc, à l'aller, le Bayern bat Anderlecht 2-1, mais au retour, avec notamment un doublé, évidemment, de Reisenbrink, Anderlecht explose le Bayern 4-1 et gagne donc cette Coupe des Coupes en 76. Et en 78, alors je vous parlais précisément de la victoire, voilà, le hasard des choses, de Liverpool 1-0 en finale à Wembley contre le FC Bruges. Donc, Liverpool remporte la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe des clubs des champions, c'était l'appellation à l'époque, rencontre le vainqueur de la Coupe des Coupes, Anderlecht, et là, même topo, Anderlecht l'emporte à l'aller 3-1 contre Liverpool, avec notamment un but de Reisenbrink, et au retour, Liverpool ne gagne que 2-1. Donc, à l'arrivée, ils ont aussi, en aller-retour, ces années-là, tu vois, battu le Bayern et Liverpool. C'est pas rien, non, c'était une machine de guerre, et lui, c'était la star de l'équipe. En équipe nationale, il a énormément de sélections. Ça aura été un poil plus compliqué tant que Cruyff était là sur la pelouse. On en parlera tout à l'heure avec Johnny Rep. On a fait une interview par téléphone, puisqu'il l'a bien connu. Il a joué très souvent à ses côtés au niveau de l'équipe nationale. Johnny n'a jamais joué à Anderlecht. Il était, vous savez, à l'Ajax, Bastia, Saint-Etienne, Valence, blablabla. Et puis surtout, il y a cette histoire de finale de la Coupe du Monde 78 contre l'Argentine, où il aurait pu être le héros, et donc le héros de tout un peuple, en faisant gagner les Pays-Bas à la dernière seconde. Vous imaginez ? Dernière minute, le score est d'1 but partout au Monumental de Buenos Aires entre l'Argentine et les Pays-Bas. Kempes avait ouvert la marque en première mi-temps, égalisation de Naninga en fin de deuxième période, enfin 10, 15, 20 minutes avant. Et là, il y a un coup franc pour l'Ajax, sensiblement à la hauteur du rond central. Le coup franc est joué, mais alors un très long ballon, appel de balle de Reisenbrink. Et là, le défenseur argentin est battu. Reisenbrink n'a toujours pas touché le ballon. Fillol, bizarrement sort, mais il n'est pas sur ses bons appuis. Mais il est à 5, 6, 7 mètres des buts, Reisenbrink, mais un peu excentré. C'est-à-dire que, tu vois, c'est pas évident et tout le monde est un petit peu à la bourre. Et il glisse le ballon, et le ballon tape le poteau et revient en jeu. Vous imaginez à la dernière minute devant Videla, donc le patron de cette Argentine totalitaire de l'époque, de cette dictature, et tous les militaires, alors que tout avait été prévu. L'arbitre italien, M. Gonella, je n'ai pas le souvenir qu'il avantage considérablement l'Argentine. Il nous chie une pendule au début, la finale va être repoussée de pas mal de temps parce que René van de Kerkhoff avait un plâtre, il a fallu changer tout ça et tout. Bon, ça te met dans des conditions pas terribles. Il n'expulse pas Passarella qui donne un coup de poing d'une violence, bon on le connaît Passarella, sur Niskens en deuxième mi-temps, mais après les buts, y a, des deux côtés, il n'y a rien à dire, puisque à l'arrivée, bon, il y a poteau, et ça rentre pas, les prolongations, et durant les prolongations, Kempes réussira encore un but, et Bertoni, génial ailier d'Independiente, puis du championnat italien, la Fiorentina et Naples notamment, rajoutera un troisième but, et donc le triomphe, les Papelitos, l'Argentine. Je me souviens que je ne l'avais pas bien vécu, parce que déjà, 74, alors là j'étais adolescent à Cannes, j'étais à fond, comme tous les gosses de ma génération, pour les Pays-Bas. Et c'est marrant, le hasard des choses, bon, c'est pas un blog comme autrefois, donc vous ne me voyez pas. Mais j'ai aujourd'hui, je suis en train de le réaliser, un polo orange. Bon,
On s'en fout. Mais voilà, il aurait pu être vert, il aurait pu être bleu. J'ai un sweatshirt orange. Voilà, je suis en train de réaliser ça. Et donc, on était à fond pour les oranges, quoi. L'équipe de Cruyff avait réalisé une Coupe du Monde. Et puis, bon, déjà, on était marqué au fer rouge par l'Ajax d'Amsterdam, tu vois, 71, 72, 73. Il y avait beaucoup de joueurs de l'Ajax dans cette équipe qu'on connaissait par cœur. Il y avait aussi quelques joueurs de Feyenoord, comme Riesbergen, le stopper, et Janssen, le milieu défensif. Et puis, il y avait ce joueur, Reisenbrink, en 74, on le découvrait, quoi. Et donc l'Allemagne gagne 2-1, bon, grosse équipe d'Allemagne aussi, rien à dire, etc. Et 78, j'avais pas encore le sang argentin qui coulait dans mes veines comme maintenant, je connaissais pas ce pays. Et donc, l'équipe des Pays-Bas était moins flamboyante que celle de 74, mais quand même, elle se retrouvait là en finale. Il y avait des joueurs qu'on adorait, il y avait encore des Rudi Kroll, Johnny Rep à droite, Niskens, son entrejeu, Ariane, etc. Et donc, Reisenbrink. Et à l'arrivée, ils perdent encore. Misère. Et tu te dis, putain, s'il marque là, ce stade en folie, 80 000 supporters, t'imagines les ambiances argentines, on connaît ça désormais, là on découvrait, ben on est du Vésuve à un frigidaire, quoi. Tu vois, le truc aurait été frigorifié. Parce que là, il reste 20 secondes. Hein. Alors même si l'arbitre, tu vois, il laisse un peu traîner et tout, selon toute vraisemblance, t'imagines Videla, le dictateur, qui va remettre la Coupe du Monde aux Pays-Bas. Waouh. D'ailleurs, le frigidaire, petite parenthèse, je me souviens, lors de, pas mon précédent voyage en Argentine à Buenos Aires, mais celui d'avant, on en discutait avec Juan Simon, qui était... Bon, qui avait joué à Monaco, Strasbourg en Ligue 1, mais aussi, même, il est originaire de Rosario, mais il avait joué à Boca Juniors, et il me disait, parce que je lui parlais du Monumental, il dit, hop, nous, à Boca Juniors, tu sais, tous les supporters, on appelle ce stade le frigidaire, on les chambre avec ça, quoi, c'est un frigidaire, alors qu'il y a une grosse ambiance quand même, Monumental, si vous voyez des matchs pleins, mais le frigidaire, pourquoi ? Parce qu'il y a une piste, et forcément, il peut pas y avoir la même ambiance qu'à la Bombonera. Donc tu vois, frigidaire, et là, à 2 doigts, à 5 cm près. Et là, ben, ça aurait fait basculer sa vie, quoi, qui était quand même très, très riche, je veux dire, on l'a vu. Mais là, tu donnes la Coupe du Monde aux Pays-Bas. Tu es le buteur à la dernière seconde, Reisenbrink. Et notre remarquable confrère Laurent Favre, qui avait fait il y a quelques mois un reportage, alors qui travaille au journal suisse que je vous recommande, il y a des très bons articles de sport, Le Temps. Voilà, ça s'appelle Le Temps. Et il avait fait un reportage sur la dynastie des ailiers aux Pays-Bas, parce qu'il y a une tradition de très grands ailiers aux Pays-Bas, et il était allé voir Reisenbrink, et ils avaient parlé de ce poteau. Et je vous l'avais déjà raconté lors d'un blog précédent, mais il faut toujours refaire ces gammes, et puis il y a peut-être des gens qui découvrent maintenant un peu les podcasts. Et Reisenbrink, curieusement, ou pas si curieusement, quand Laurent lui demande, bon, ce tir sur le poteau, c'était il y a 30 ans, plus de 30 ans, c'est quelque chose qui est encore clair dans votre tête, et Reisenbrink lui répond, ça m'avait scotché, j'y pense tous les jours. Alors, des fois un peu plus longtemps, des fois 5 secondes, des fois 1 minute, des fois un quart d'heure, mais il avait bien insisté là-dessus, il n'y a pas un jour sans que je ne pense à ce poteau. Tu vois ? Alors, c'est sûr que c'était pas rien, ce poteau, mais tous les jours, tu vois, c'est pas rien, hein, c'est pas rien. Alors, je vous disais que j'ai eu Johnny Rep. Il y a tout à l'heure, on a enregistré un petit quelque chose par téléphone. Et là, je réalise que ce poteau, c'est l'histoire du football. Et une fois de plus, j'ai oublié
que quand c'est l'histoire, forcément, les loups, le jingle Les loups sont de sortie. Ben voilà, ils étaient endormis, ces loups. Ça dort, les loups aussi. Ça dort que d'un œil. Hein, attention, c'est pas le danger peut être là, tu vois, à portée de patte. Donc, ces animaux-là, ça dort toujours que d'un œil. Et on va retrouver donc l'interview avec Johnny qui va nous parler de certaines choses. Et après, attention, retour des Neptuniens et de la suite du France-Argentine, finale de la Coupe du Monde 90 au stade Azteca. Allez, c'est Johnny maintenant. Et Johnny Rep a les cheveux blonds. Allô? Allô, Johnny, c'est Didier. Allô, Didier? Oui. Johnny Rep enfile son maillot vert. Toi, tu l'as bien connu, Reisenbrink. Qu'est-ce que tu peux me dire sur lui au niveau footballeur? En quoi il était très très fort? Moi, c'est un très très bon joueur. C'est un serpent. Tu sais qu'est-ce que c'est un serpent? Oui, l'homme serpent. On l'appelait l'homme serpent, oui, parce qu'il ondulait. C'est de son image. Oui. Pour Reisenbrink qui marque. Voilà, on revient à cette histoire de déhanchement par rapport à son jeu, des changements de rythme aussi moins prononcés que ceux de Johan Cruyff. C'était un joueur, on va dire, moins rapide, mais quelque part difficile à saisir. Je vous mets au défi de prendre un serpent si vous n'êtes pas habitué. Déjà, c'est assez compliqué, on dira. Alors, il n'était pas épargné par des tacles plus ou moins violents. À l'époque, le championnat belge était quand même assez dur au niveau des tacles. En Coupe d'Europe aussi, aujourd'hui, les attaquants sont un peu plus protégés. Mais il avait un tel sens de l'anticipation et un tel sens du jeu que finalement, il a rarement été sévèrement blessé, alors qu'il avait un physique assez fin et un jeu, un serpent, c'est un peu provocateur. Il aura été véritablement le joueur numéro 1 des Pays-Bas lors de la Coupe du Monde 78, dont il terminera d'ailleurs au sein de son équipe meilleur buteur. On va dire qu'il s'est affirmé à l'occasion de ce tournoi, cette phase finale, en Argentine. En 74, bizarrement, il était un peu plus effacé. Et Johnny Rep enlève son pantalon. Mais il y a eu un problème quand il jouait avec Johan Cruyff Ouais. à 74. Ouais. Bon, on l'a pas bien vu, Reisenbrink, parce que Cruyff, il jouait toujours à l'arrière gauche, non? À gauche. Oui. Et oui, il allait à gauche, oui. Et comme ça, Reisenbrink, on l'a pas vu dans le mondial. Dans ce mondial, il avait du mal à s'exprimer par rapport à Cruyff et par rapport à la personnalité de Cruyff aussi, qui prenait beaucoup de place, alors que Reisenbrink, il était timide, quoi. Il était... Oui, exact. Ça de Robbie Reisenbrink, parce que dans son club Anderlecht, c'est un très très grand joueur. Et à 78, dans la Coupe du Monde d'Argentine, Oui. il jouait super sans Johan Cruyff. Pour Reisenbrink qui marque. Et oui, Cruyff, sur le terrain et même en dehors, prenait beaucoup de place. Et Johan Cruyff allait rarement sur le côté droit. En revanche, il adorait s'exiler sur la gauche. Alors, avec l'Ajax d'Amsterdam, il y avait évidemment des automatismes avec l'ailier gauche Piet Keizer. Mais en équipe nationale, Reisenbrink ne savait plus trop comment où se placer. Lui qui était la star d'Anderlecht et qui avait précisément de la place avec le prestigieux club belge.
Aux Pays-Bas, déjà, c'était compliqué avec Rudy Krol, qui était l'arrière gauche, mais qui était tout le temps devant. Et même devant Rezenbrink, qui après, pas en se plaignant, mais faisait remarquer que c'est compliqué quand votre arrière-gauche, c'est lui qui finalement est en position plus avancée. Et il y avait cette histoire de Cruyff qui allait sur le côté gauche. Et dans ces conditions, il n'a pas pu vraiment exprimer son talent en 74, contrairement à 78, mais là, Cruyff avait quitté la sélection. Et Johnny Rep a fui de ses crampons. Il est un petit playboy, hein, Robbie. Oui, il ressemblait un peu à Cruyff. À Cruyff? Ah, le visage, un peu. Ah, le visage, oui. Oui. Ça, c'est vrai. Pour Rensenbrink qui marque. Oui, c'est vrai que, bon, à défaut de les confondre, il y avait quelque chose de Rezenbrink au niveau du visage. Pas physiquement aussi, tous les deux étaient des joueurs assez fins des jambes, mais pas dans la course. Autant il y avait un serpent de l'autre côté pour Rezenbrink, autant on va dire que Cruyff était plus aérien, était plus gazelle. Voilà, il y avait le serpent et la gazelle. Mais si il a le visage un peu de Cruyff, forcément, comme dit Johnny, il avait un petit côté playboy, Robbie. Bon, en tout cas, si tous les deux avaient une sorte de angel face, un peu rock sur les bords, on va dire que niveau personnalité, comme vous l'avez compris, ils étaient vraiment à l'opposé. Autant Cruyff, dans ce domaine, était très affirmé, c'était le boss, c'était lui qui dirigeait. Alors que Rezenbrink, à l'inverse, et j'ai vu un reportage récemment où Raymond Goethals en parle, Goethals adorait Rezenbrink, mais il précisait, comme tout le monde d'ailleurs qu'il a côtoyé, que c'était quelqu'un qui était en retrait, un peu effacé, un petit peu timide, et qui s'affirmait vraiment avec le ballon. Mais en dehors du terrain, c'était pas la star, c'était quelqu'un de tranquille, quoi. Et Johnny Rep évite les croche-pieds. Il est un peu timide, comme tu dis. Mais il avait quand même de la personnalité. C'est sûr. Pour Rensenbrink qui marque. Ouais, c'est clair, de toute manière, pour avoir été un crack à ce niveau-là, il faut quelque part avoir une personnalité de champion. Là, on parle de la personnalité de l'homme, qui est quelqu'un, voilà, dans son coin, un petit peu discret. Le champion, pour rester à ce niveau, répondre à la demande des supporters, de la presse, comme le dit Johnny, wow, yeah, ça c'est sûr, il avait de la personnalité. Et Johnny Rep n'en peut plus de dribbler. Il a été marqué profondément par cette histoire de ballon sur le poteau à la dernière seconde de la finale, non? C'était difficile de marquer. C'était presque impossible de marquer le but. Pour Rensenbrink qui marque. C'est vrai que c'est une situation. Alors, le but, il n'y a plus personne dedans, puisqu'il a devancé Filleul, comme je l'ai dit, qui était plus sur ses bons appuis. Mais il est obligé d'avoir la jambe gauche en extension. Il est un petit peu décalé par rapport au but. Il n'est pas face au but. Et c'eût été un exploit de rétablir complètement les choses. Ça a été le poteau et comme le dit à l'instant Johnny Rep, c'était très très compliqué, voire impossible de marquer. Et d'ailleurs, personne ne lui en a voulu, que ce soit ses coéquipiers, que ce soit les aficionados néerlandais ou la presse néerlandaise. Voilà, c'est resté dans l'histoire parce que à 5 cm près, le match bascule, les Pays-Bas sont champions du monde et Rezenbrink prend encore une dimension supplémentaire et on en parle par rapport à ça, mais pas en se disant
putain, mais quel âne, quel abruti, c'est à cause de lui qu'on n'a pas été champion du monde, il n'a pas été foutu de marquer ce but qui était tout fait. Non, le but, pour le marquer, c'était très très compliqué, c'était déjà un exploit en soi que le ballon rebondisse sur le poteau. Maintenant, alors évidemment, le temps passe, mais je le répète, Reisenbrink nous a quittés, il était jeune, quoi, pour l'époque, 72 ans. Cruyff nous a quittés également relativement jeune. Gary Muren, Piet Keizer récemment, Rinus Michels, l'entraîneur mythique de l'Ajax et des Pays-Bas, et toutes ces idoles de jeunesse partent une à une, et je trouve finalement de manière assez rapide. Et Johnny Rep demande le ballon. C'est maintenant, c'est presque toute l'attaque de l'Ajax. Ou de l'Ajax, non, mais de l'équipe d'Hollande. Oui, il reste toi. Oui, je crois. Oui. Et oui. Oui. Pour Rensenbrink qui marque. Oui, hein, Johnny. Donc, prends vraiment soin de toi. Et on peut souhaiter aussi à tous tes coéquipiers de l'époque, bien sûr, tant ceux de l'Ajax que ceux des Pays-Bas, même si je le répète, les Pays-Bas, c'était quand même 80-85% des joueurs de l'Ajax. Il y en a assez qui sont partis comme ça. Faisons un petit break dans ce domaine, s'il vous plaît. Mais Johnny Rep a marqué, c'est bon. Reisenbrink, les enfants. Reisenbrink, c'est pas rien. Avant de retrouver nos amis neptuniens et cette finale de la Coupe du Monde au Stade Aztec fin juin 86 entre la France et l'Argentine, juste un petit tweet voilà, qui m'est passé sous le nez ce matin, et ça m'a fait penser à quelque chose. Qui dit tweet dit éléphant. Alors le tweet en question, qu'est-ce que je vois ? Je vois 4 commentateurs, enfin 2 par 2, tu vois, dans une cabine différente, ça provient d'Argentine, et les mecs sont torse nu. Alors je me renseigne un peu, je lis, et en fait, il se trouve qu'il faisait tellement chaud à Santiago del Estero, où le général, qu'est-ce que je raconte ? Le général, général, je vous ai pas appelé, là, j'ai fait une petite erreur. Je voulais dire central, j'ai dit général. Restez tranquille, on se retrouve tout à l'heure. Où le central Cordoba de Santiago del Estero recevait le Colón de Santa Fe pour le championnat argentin, sont des équipes un peu du bas du tableau. Central Cordoba, il doit être 15e, et Colón Santa Fe 19e. Bon, c'est pas les bas-fonds, pas loin, mais il faut savoir que dans le championnat d'Argentine, actuellement, il y a 24 équipes. Hein. Ah oui, c'est particulier. Bref, ces 2 équipes se rencontraient pour la forme victoire de Central Cordoba 1-0. Et donc, il faisait tellement chaud, il y avait peut-être pas un peu de clim, tu vois, parce qu'en plus, ils sont à l'intérieur, quoi. Il y a une vitre, comme ça peut arriver dans certaines positions commentateurs. Et ben les mecs, ils sont debout et torse nu. Donc ça a fait le tour des réseaux sociaux, et ça nous amène à une anecdote, les enfants. Je veux un gong. Ben voilà, ça m'a fait penser à quelque chose, vécu, là c'est du vécu. Lors de la demi-finale de l'Euro 84, au stade Vélodrome à Marseille, je commentais cette rencontre pour TF1 avec Michel Denisot. Et c'était très chaud. Déjà, il faisait une chaleur sur Marseille ce jour-là, c'était l'enfer. Mais au-delà de ça, le match à commenter, c'était hot, quoi. Je veux dire,
c'était chaud comme la braise, parce qu'avec les rebondissements, tu vois, la France, Domergue, machin, Jordao, la prolongation, Chalana, le face-à-face avec Batz, et puis Tigana, ce raid incroyable sur truc, qui donne à Michel Platini, et là, le temps s'arrête. Et là, c'est là où, bon, Platini, c'est un phénomène, tu vois, n'importe qui aurait repris ce ballon sur ce centre en retrait, histoire de casser les filets, mais il aurait peut-être tué un gabian qui passait par là. Dans ces régions-là, un gabian, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est une mouette, tu vois. Rieuse. Si c'est celle de Gaston Lagaffe, ou pas, mais d'ailleurs, celle de Gaston Lagaffe, on l'appelle la mouette rieuse, mais enfin, elle fait la gueule. Mais le sujet n'est pas là. Et Platini, au lieu de reprendre, donc, il amortit, ce qui fait qu'il y a le Portugais qui était dans le secteur, il comprend pas, tu vois, il avait déjà anticipé la frappe, il y en a un qui tombe, il y a truc, et le temps paraît interminable, ça doit durer un quart de seconde, mais là, vous imaginez, quoi, je veux dire, les Français, les Portugais, les 50 000 du Vélodrome, les millions de Portugais qui regardent, téléspectateurs, les millions de Français, de trucs, et Platini, pof, il arrête le ballon, tu vois, on est là, et alors, tout le monde, et après, il frappe, et là, ça fait pas un pli. Et donc, la France se qualifie 3-2. Mais, à commenter, les enfants, à l'époque, j'avais, je sais pas, 84, j'avais 26 ans, tu vois, j'étais chaud comme la braise aussi, 26 ans. Donc, j'ai terminé la prolongation, debout, nous, mais on était à l'air, hein, on n'était pas dans une cabine, debout et torse nu. Et déchaîné, évidemment. Boniperti, l'ancien président de la Juve, qui passait derrière, était mort de rire. Michel Denisot, vous le connaissez, toujours tiré à 4 épingles, même s'il fait 80 degrés à l'ombre. Michel, c'est Michel, hein, et truc, paf, paf, paf. Mais Didier, c'est Didier, et Didier, c'est un peu, bon, olé, olé, et donc, voilà. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de commentateurs qui est sur TF1, qui était une grosse chaîne à l'époque, déjà, c'était le number one. Et puis, en plus, il n'y en avait pas beaucoup. Qui font la dernière demi-heure torse nu. Mais je suis pas sûr que ça soit bien vu, peut-être aujourd'hui, tu vois, si le Grégoire Margoton local, machin ou truc, il est torse nu, jamais, peut-être pas, je sais pas. Je crois que c'était une époque, bizarrement, où on pense que aujourd'hui tout est possible, que machin, qu'il y a une forme de liberté, patati patata, mais non. Et la liberté en télévision, même si maintenant on peut faire aussi certaines choses qu'on pouvait même pas imaginer à l'époque, c'est vrai. Mais vous imaginez sur TF1, le mec qui est torse nu pendant une demi-heure, il représente quand même une sacrée boutique. Mais c'était comme ça, c'était truc, tu vois, bah, c'était chaud les marrons. Voilà, donc cette photo là de nos confrères argentins, ça m'a ramené 36 ans en arrière. Et là, on va en retourner 34 ans en arrière. Nous sommes le 29 juin 86. Bon, si vous n'écoutez pas les podcasts dans l'ordre, quelque part, c'est votre problème, c'est pas faute de le répéter. Si vous ne vous abonnez pas au podcast, histoire d'être au courant chaque fois que ça sort, machin, c'est votre problème, c'est pas faute de vous le répéter. En faisant court, quand même, histoire de vous remettre les choses en perspective, parce que je sais bien que le podcast 43 était assez violent pour certains. Même si vous êtes quand même assez fiers d'être, chers braves, les premiers à vivre cette finale, qui, finalement, elle sera jamais vue. Et oui, c'est ça le truc. Mais, bon, et merci pour les tweets et les messages très gentils. Vous avez adhéré parce que vous savez, évidemment, que c'est la vérité. C'est pas, tu vois, les trucs chimériques, tu vois, où on délire, etc. C'est la stricte vérité. J'ai certains pouvoirs par rapport à un être humain basique, bon, vous le savez depuis longtemps. Donc, en faisant très court, je connais une grosse partie du futur. En fait,
je connais jusqu'à 2074, pour être précis. Mais j'ai pas le droit de vous dire ce qui s'est passé. Ben, évidemment, il faut vous le viviez, ça c'est pas... Là, j'ai eu l'autorisation des Neptuniens qui ont envahi la Terre, je le rappelle, en 2028, et c'est pas la porte à côté, hein, Neptune. La Lune, c'est la porte à côté. Neptune, c'est 4,5 milliards de kilomètres. Je ne sais pas si vous réalisez 4,5 milliards de kilomètres. Mais les mecs, quand ils ont débarqué sur la planète Terre, ils n'étaient pas partis depuis 4 siècles à la rame. Même 4 siècles, tu ne fais pas 4,5 milliards de kilomètres, surtout à la rame. Mais, parce qu'ils ont des moyens, ils sont un peu plus en avance que nous, techniquement. Bref, ils nous ont envahis, mais quand je dis envahis, ils ne nous ont pas colonisés, bien au contraire. Je vous le rappelle que, comme vous pouvez vous en douter, en 2028, la Terre était à feu et à sang. D'un point de vue écologique, désastre absolu. Ben, dans l'intervalle, hein, on avait signé des trucs, des chartes, on fera plus ci, on fera plus ça, la taxe spatiale, des trucs, enfin bon, vous connaissez les politiques. Et les gens qui disent, après tout, après moi, le déluge, même s'ils ont des enfants et tout, enfin bon, bref. Il fallait un sauveur, il fallait la providence, et la providence, ça a été cette arrivée des Neptuniens qui nous suivaient, comme ils suivent aussi d'autres planètes depuis longtemps, car il y a la vie aussi sur d'autres planètes, je vous le signale. Mais bon, j'ai pas trop le droit de le dire. Je suis peut-être allé un peu loin. Et il se trouve qu'ils vont tout remettre en place et nous remettre un petit peu à l'essentiel, quoi. Je veux dire, l'amour, le respect, le partage, la solidarité, toutes ces valeurs, etc., etc. Donc 2028, ça se fait pas en un jour, mais ils vont vite régler le problème, au fur et à mesure, il leur faudra quelques mois. Et les Neptuniens, contre toute attente, adorent le football, et le pratiquent chez eux, je vous les ai expliqué dans le podcast 43 donc. Et ils savent, grâce à leur fameux pouvoir, que certains matchs ont été influencés de manière assez grotesque. Alors, quand ils ont été influencés parce qu'un arbitre était corrompu, parce que des joueurs, etc. et tout, ils reviennent pas dessus. C'est le problème des humains, quelque part, tant pis pour leur gueule, s'ils ont fermé les yeux, s'ils n'ont pas voulu savoir, etc. En revanche, quand les dieux du football, si vous suivez les podcasts, vous savez depuis longtemps que les dieux du football existent. Quand les dieux du football sont intervenus et ont influencé une rencontre, alors là, ils ne sont pas d'accord. Parce que là, les humains, ils ne pouvaient rien faire. Les humains, s'ils ne voient pas la main de Maradona et qu'ils accordent le but, c'est leur problème. S'ils accordent un penalty alors que le joueur a plongé, c'est un problème des humains. Mais là, ça dépassait les humains. Et comme je vous l'avais expliqué, mais je remets un petit peu les choses en perspective, il y avait donc, et il est assez influent, l'un des dieux du football qui n'aimait pas trop les Français, allez savoir pourquoi, je ne vais pas demander, hein, après, bon, le truc, voilà, et qui a donc faussé, quelque part, des matchs, notamment certains qui concernaient l'équipe de France. On verra aussi pour nos clubs, et on verra si les Neptuniens veulent refaire le match. Eh bien, il y en a un qui a été sérieusement influencé, il y en a deux même concernant les Coupes du Monde, je vous l'ai dit. Il y a la demi-finale France-Allemagne, que l'on croyait avoir perdu, enfin qu'on avait perdu à l'époque 2-0, but de Bremer, Rudi Voller, vous savez, donc à Guadalajara, et donc une finale Argentine-Allemagne. Du coup, en 2030, ils font rejouer cette demi-finale, et il se trouve qu'on l'emporte, enfin, score final, 2 buts partout, 2 buts de Rocheteau sur 2 centres de Bellone, ouverture magnifique de Platini, enfin, tout le tralala, et on gagne au tir au but. Platini, je vous l'ai dit, incroyable, il a un mec qui est quand même adroit, quoi, et qui mettait beaucoup de pénaltys, en général. Il rate le pénalty, donc, contre le Brésil en quart de finale à Guadalajara, et là, au tir au but contre l'Allemagne, il le rate aussi. S'il y en a un dans cette finale de Coupe du Monde contre l'Argentine à l'issue des prolongations, est-ce qu'il va tirer encore un 3e tir au but ? Je me le demande, parce que il faut bien comprendre une chose. Les Neptuniens me disent,
Monsieur Roustan, nous aimerions que vous commentiez cette finale France-Argentine. Oui, mais uniquement pour les braves. Uniquement pour les braves. C'est-à-dire que, et c'est là où vous êtes des braves d'un autre côté. C'est only for braves, only for braves. Vous allez être les seuls à la vivre. Les Neptuniens ont un pouvoir, une fois qu'elle sera jouée, on va dire l'Argentine gagne 3-1 ou la France gagne au tir au but, parce que au moment où je la commente, moi je connais pas l'issue du match, je suis dans les mêmes conditions que vous. Eh oui. Et ils m'ont transbahuté comme ça 34 ans en arrière à l'aide de leurs vaisseaux spatiaux un peu étranges et tout. Et c'est vrai que pour moi c'est un peu un choc parce que je me retrouve à l'âge de l'époque. Donc c'est psychologiquement c'est pas facile à vivre parce que je me retrouve à l'âge de l'époque avec la forme de l'époque, le truc de l'époque, etc. Mais je connais la suite jusqu'en 2020. Si vous voulez, dans mon cerveau, tout est programmé. Je suis un mec de 2020. Et si je retourne, vous suivez bien, toutes ces années en arrière, il n'en demeure pas moins vrai que je sais, par exemple, rien sur cette finale, mais je sais que la France va être championne du monde en 2018, je sais que, je sais pas moi, en 90, l'Allemagne, avec un pénalty de Bremeux, battra l'Argentine, à moins que ce match soit... Enfin, au moment où je vous parle, je sais ça, comme je suis dans les mêmes conditions que vous, sauf que j'ai quelques années de moins, mais je sais tout ça. En revanche, je le répète, ce qui va suivre dans le match, je le vis comme vous. Et les Neptuniens le vivent également comme vous, dans la mesure où ils ont transbahuté tout le monde. Les 115 000 spectateurs du Stade Aztèque et les joueurs, staff technique, etc., dans les mêmes conditions de l'époque. Vous vous doutez bien que le Platini qui va jouer, il n'a pas 65 ans. Il a, je ne sais pas quel âge il avait à l'époque, 32 ans ou quelque chose comme ça. Il est né en 55, on est en 86. Et en mai, pendant la Coupe du Monde, il a eu 31 ans, avec la même forme, avec la même fatigue. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est quand même extraordinaire. Et ils vont faire en sorte, m'ont-ils expliqué, parce que je dis, bon, forcément, c'est une autre finale. Forcément, il y aura peut-être, enfin, on ne sait jamais, mais désolé pour Burruchaga, qui était un héros, mais peut-être qu'il réalisera un doublé dans cette finale, vous me direz. Peut-être que Maradona, qui ne marque pas dans cette finale, peut-être que là, il va en marquer un ou deux, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, comment vous faites pour les gens qui, en 2030, connaissent l'histoire du football, parce que là, on le refait en 2030, hein, même si on est en 86, hein. Parce qu'ils ne vont pas comprendre. Comment vous allez leur expliquer qu'en fait, la finale de la Coupe du Monde 86, c'était ça, avec tel score et avec tel buteur. Alors que, eux, ils vont mettre dans le cerveau des gens les images, si vous voulez. Les gens sauront exactement quel âge ils avaient à cette époque-là, s'ils l'ont vécu, s'ils étaient dans tel bar, s'ils étaient peut-être au Stade Aztèque ou des choses comme ça. Et dans tous les manuels d'histoire du foot ou qui parlent de sport, les vidéos de télévision, les journaux spécialisés ou non spécialisés, il sera marqué le score de la rencontre, les buteurs de la rencontre, donc le vainqueur, le patati patata, et l'Argentine-Allemagne, il sera effacé de tout ce qui est matériel, donc, hein, je veux dire d'images télé, de trucs. C'est comme ça. C'est fou, hein? Quel pouvoir! Heureusement qu'ils l'utilisent pour de bonnes choses, parce que ça pourrait faire des dégâts, enfin, si vous transposez ça dans d'autres domaines, et avec une mauvaise conscience, ça serait catastrophique. Hein? On a du bol que eux, tu vois, c'est toujours bon esprit. Vous me suivez toujours. Donc, on s'était arrêté au bout d'1 minute de jeu, dans le 43,
avec une faute de Fernandez assez grotesque sur Maradona, qui s'imposait pas trop. Résultat, carton jaune orangé, mais enfin il a eu un carton jaune, et Luis maintenant il va se taper 89 minutes et peut-être des prolongations s'il va au bout, quoi, parce qu'un deuxième jaune, bon, vous connaissez l'histoire. Je vais me retrouver avec un Neptunien, ancien grand champion de football sur sa planète il y a quelques années, qui va faire en sorte, bon, aussi grâce à leur truc d'ordinateur, machin, bon, mais avec une voix un peu bizarre, mais je pense que c'était assez audible la dernière fois, parler notre langue, quoi. Le problème, c'est qu'il n'a pas de nom. Alors, pour moi, c'est pas pratique, tu vois, de prendre appui sur lui, et je peux pas dire monsieur, je vais pas l'appeler monsieur le Neptunien. Bon, je vais négocier, peut-être qu'il va lâcher un prénom à un moment, parce que c'est déjà pas simple, cette histoire. Vous imaginez aussi, je sais pas si vous imaginez. Effectivement, c'est très excitant et c'est un luxe d'avoir été choisi et d'être quasiment l'unique personne à voir les images de ce match, mais vous les entendez, ce qui est déjà pas mal. En 2030, après, ils font en sorte qu'elles existent sur bande, les résumés, les ceci, cela, les interviews des joueurs après match, tout ça existera et dans le cerveau de chacun, je le répète, sera très clair, quoi. Pour ceux qui l'ont vécu, pour ceux qui veulent le revoir, ça sera sur Google, ça sera sur les ordinateurs, machin, eux, ils règlent tout. Mais vous, et j'espère que Dieu vous prêtera vie, pour avoir les images de la finale, faudra attendre 2030. Bon, vous avez quand même le son et vous connaîtrez quand même la vérité. Je vous rappelle que tout ça, ça reste entre braves. Voilà. Que les braves qui peuvent comprendre que c'est la vérité. Si, à moins que vous vouliez passer pour un fou auprès de vos copains, ou un hurluberlu, après, c'est votre problème. Hein. Moi, je ne m'engage pas là-dessus. Bref, je vais normalement... vous me transposez maintenant Stade Azteca pour la deuxième minute et on enchaîne quelques minutes? Bon, ils m'ont dit oui. Alors allons-y. Oh là 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 là, c'est merveilleux, le Stade Aztec, m'y revoilà, aïe aïe aïe, avec à mes côtés mon acolyte, ça vous vexe pas si je vous appelle, voilà, mon compagnon de commentaire, vous avez pas de nom, c'est pas pratique, y a pas de problème, c'est tout con, mais si je vous donne un prénom, je sais pas, allez, je vous appelle Georges. Ça vous va Appelez-moi Georges, il n'y a pas de problème si ça vous facilite le commentaire. Oui, on va faire comme ça, Georges. Alors, là, les joueurs sont figés. Au bout d'une minute, le général de Gaulle a mis un terme au blog. Le général, il abuse parfois. Mais enfin bon, c'est quand même le grand boss. Alors, ce qui est déstabilisant quand même, c'est que les 115 000 spectateurs, je les vois, mais ils sont bloqués, tout comme les joueurs. Ça veut dire que on est dans cette navette spatiale du stade Azteca et il n'y a pas le brin d'une ambiance, quoi. Je veux dire, on entendrait une mouche voler. Il y a que nous qui parlons. C'est très étrange. Et tout ça va repartir. Et on va entendre enfin les clameurs quand vous allez le décider. Et si j'ai bien compris, Georges, dans l'ordinateur de votre cerveau, c'est vous qui commandez tout ça. Et à un moment, à mon top, par exemple, tout le monde repart. C'est exactement ça, Didier. Je peux vous appeler Didier? Oui, c'est mon prénom. Oui, bien sûr. Alors, juste un petit rappel, même si les Braves ont vu le 43, cela va de soi. Grosse faute de Fernandez allez, 28 mètres début, mes côtés droits sur Maradona, carton jaune orangé, très bien. Et donc, coup franc pour les Argentins. Bon, le match peut repartir, Georges? C'est parti.
Alors, c'est Maradona, donc les grands évidemment défense centrale sont montés, José Luis Brown et Oscar Ruggieri, redoutables joueurs de tête. Maradona, ballon bien travaillé, dégagement, tête Bossis et récupéré par Tigana. Voilà, 80 mètres début de Pompidou qui donne sur la droite à Manuel Amoros. Les Argentins illico sont revenus se replacer. Luis, à côté de lui, Tigana. On est dans le rond central maintenant. On reste sur le côté droit avec Amoros qui donne à Gigi. Gigi, Platini derrière lui. On est à 40 mètres début argentin, mais comme prévu. Je veux dire, vous le savez, défense de fer. Attention à ne pas entrer trop dans la gueule du loup. C'est un match normalement, où les équipes sont complémentaires parce que, comme l'avait dit Luis Fernandez, vous vous souvenez de l'interview à 24 heures du match dans le podcast 43. Oh là 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 là, une grosse faute de Cuscifio. L'arrière droit sur Bellone, il l'a coupé en deux, tacle un petit peu par derrière. Bruno qui est allongé au sol. Qu'est-ce qu'il dit l'arbitre là, tout à l'heure, un carton pour Luis. Et là, ma foi, c'est un arbitre brésilien, je vous rappelle, monsieur Romualdo Arpi Filho, le même arbitre de toute manière qui officiait sur l'Argentine-Allemagne qui est effacé désormais des compteurs. Mais est-ce une bonne idée, un arbitre brésilien, quand vous avez éliminé le Brésil en quart de finale à Guadalajara? Bon, d'un autre côté, les Brésiliens peuvent pas piffer. Je peux pas le piffrer. Ils peuvent pas piffrer. Ça vous fait rire, Georges? Un peu. Oui, bon, piffrer, oui, ils peuvent pas piffrer les Argentins. Voilà, ça va repartir. Bon, Bruno, c'est bon, il s'est relevé. Il est gaillard, le Bruno. Bon, est-ce qu'on tire le coup franc directement? C'est vrai que si Bossis est monté, Battiston, bon joueur de tête aussi, reste derrière. Et puis en face, il y a du lourd. Déjà Battista, Ruggieri, Braun. D'ailleurs, on le joue à deux là, avec donc ballon dans les pieds de Michel Platini sur cette passe d'Amoros, Platoche qui s'avance, qui décale sur la droite, Rocheteau qui est sorti de la surface de réparation. Giresse, peut-être Gigi pour une frappe, non, extérieur, il va décaler. Et on est côté droit du coup, encore Manu Amoros. Mais non, j'ai dit Manu Amoros depuis le début, c'est William Ayache. J'ai un problème, moi. Je suis désolé. On est loin dans cette cabine commentateur. Oui, à droite, c'est Ayache qui, lui, aura le couloir un petit peu libre. Il aura face à lui Orla Chicochea. Attention, là, ce sont les Argentins qui remontent. Oh là là, accélération de Maradona. Il a passé. Platini, oh là là, duel de roi, les enfants. Et une faute derrière. Encore de Luis qui a laissé un petit peu traîner. Bon, là, on est quand même à 40 mètres des buts de Joël Batz, les Argentins qui remontent tranquillement et qui le jouent à deux avec Burruchaga, Maradona, qui glisse sur Valdano à la lutte avec Ayache. Valdano, beau tacle, Willy, c'est bien mon petit. Et on récupère avec Battiston. Et immédiatement, alors c'est flagrant, les Argentins ne pressent pas du tout les Français, même si ces derniers sont à 30 mètres de leur propre but, et ils vont se replacer et mettre cette espèce de ligne Maginot redoutable. Bon, la ligne Maginot, vous connaissez l'histoire, on peut aussi la contourner. Alors la contourner peut-être sur les ailes, comme encore William Ayache, décidément très en verve sur son côté droit. Oh là là, il est seul, Giresse au premier poteau. Il nous met un centre au troisième poteau s'il en existait un. Et là, il n'y avait personne. Bruno était loin. Au point de pénalty, il y avait Dominique Rocheteau. On va voir ça au ralenti. Oh, il est furieux. Alain Giresse, je ne sais pas à quoi il pense là, mais il est pas ravi. Je serais curieux de savoir à quoi il pense. Il doit en vouloir un peu à William Ayache qui s'est précipité. Vous voulez savoir à quoi pense Giresse? Oui, ça serait bien, mais enfin bon, on peut pas. Mais on peut absolument. J'arrête le match. Vous arrêtez le match, bon, très bien. Tout le monde est figé, c'est impressionnant. Platini avec la patte
patte gauche, enfin la jambe, mais il avait une patte à la place, tu vois, une patte droite, une main droite à la place du pied. Bats, qui fait, c'est très rigolo, tout est figé. Et les 115 000 spectateurs sont figés. Victor Hugo Morales, le commentateur argentin, à côté, il est figé. Il n'y a que nous qui bougeons. C'est normal. Alors, je vous explique. Dans l'ordinateur de mon cerveau, j'ai un bouton sur lequel je peux appuyer et qui nous permet de savoir ce qui se dit sur le terrain ou ce que pense n'importe quel joueur. Pour le savoir, il suffit de claquer dans vos doigts et instantanément, je vous mets en relation avec ce qui se dit ou ce qui se pense. Incroyable, ça. Putain, mais vous, les Neptuniens, vous êtes à 4 milliards et demi de la planète, mais vous êtes à 4 milliards de nous, niveau technique aussi. C'est infernal. On peut faire ça. On peut le faire, oui, monsieur. Ah, vous m'appelez monsieur. Monsieur Didier. Oh, le Neptunien aime bien se foutre un petit peu de moi. Bon, ouais, mais alors on revient 30 secondes en arrière et je vous fais claque quand je sens qu'il est en train de penser à quelque chose. Exactement. Alors je retourne 30 secondes en arrière et je fais repartir les choses. Ok. Hein? Alors faites repartir là. Ok. Hein. Non mais Willy, là, s'il met des ballons comme ça au troisième poteau, mais là, on va mourir là. Attends, il faut que maintenant qu'il règle ses centres, autrement ça le fera pas. Hein. Ah, il était en colère, Gigi. Ben, j'avais raison, hein. Enfin bon, d'un autre côté, on le comprend. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un petit arrêt de jeu, voilà, le temps de faire cette touche. Elle est argentine avec Ricardo Giusti. On est sensiblement à la ligne médiane. Batista, tranquille, qui prolonge sur Hector Henrique, joueur redoutable de River Plate. Il enchaîne avec Burruchaga. Ouais, il prend appui sur Cuchufio et Bruno Bellone énervé, hein, un petit peu, qui revient sur lui, qui lui taquine les chevilles. Cuchufio qui garde le contrôle, qui lance sur la droite Burruchaga, centre de Burruchaga, superbe Joël Bats. Ah ouais, qui s'étire de tout son long pour intercepter ce centre, et valait mieux parce que derrière Burruchaga et même Orlaticochea qui étaient montés, ils avaient bien senti le coup, les Argentins. Voilà, Joël prend tout son temps. Donne son ballon à Maxime Bossis. Ah, cette fois, Valdardo Rod, il n'est pas allé se replacer. Et Bossis qui redonne à Bats, qui s'empare du ballon. Ah bah oui, à l'époque, en 86, passe au gardien de but, tu peux garder le ballon tranquillement. Bah ouais, la fameuse règle n'était pas sortie. Bats qui donne sur la gauche à Manuel Amoros au super extérieur. Platini se contrôle. Coup du sombrero devant Henrique. Mais oui, Michel. Et qui ouvre de l'autre côté pour Tigana qui s'est intercalé. Tigana qui est très grand. Oh oui, il est très haut. Il lance Ayash. Aïe. Intervention. Orlaticochea qui s'appuie sur Giusti, qui donne à Maradona. Cette fois, Maradona a beaucoup d'espace. Luis n'est plus là. Jano Tigana non plus. Et attention, Maxime Bossis qui sort très haut. Ouh là là, du bout du pied. Il dégage son ballon. Mais là, s'il passe Maxime Bossis, c'est les grands boulevards. Ouh, il n'a pas l'air content, Max. Allez, Georges. Ouais, c'est pas possible de continuer comme ça. Il va falloir absolument que Jeannot et Luis le prennent un peu plus bas dans leur zone, car moi je peux pas me permettre de déserter cette défense centrale, donc il faut trouver absolument une solution. Il a raison, Max, hein. Je veux dire, c'est sûr que, comme on fait quand même le jeu, on est aspiré vers l'attaque, et Luis et Jeannot, sur cette action, ils étaient un peu hauts, et après, Diego, s'il passe une ligne, c'est l'enfer, les enfants. Bon, il va falloir rectifier ça. Manuel Amoros, voilà, s'appuie sur Platoche tranquille. Ah, il tente un petit peu. Oh, il a le contre favorable devant Giusti. Il ouvre là-bas sur Gigi pour Ayash, non, prend appui derrière
sur Luis qui redonne à Tigana. On est quand même à 35 mètres, hein. On n'arrive pas à entrer dans cette surface de réparation argentine. L'air de rien. Jeannot, oh, accélération de Jeannot qui décale Bruno avec Cuscifio, encore Cuscifio qui dégage ce ballon en corner, mais un tacle très dur. Et là, les deux joueurs qui se toisent. Oh, il y a un match dans le match entre Cuscifio et notre Lucky Luke, notre Bruno national. Donc corner côté gauche qui va être tiré par Alain Giresse. Alain Rocheteau à la lutte avec Ruggieri qui prend le dessus et qui c'est Justi. Ouais, interception de Jeannot Tigana et qui tente sa chance des 20 mètres. Ça passe pas si loin. Je trouve que les Français sont vraiment bien dans ce match. Georges, vous en pensez quoi? Vous connaissez le foot, vous avez été un grand joueur sur Neptune. Oui, ils sont très bien, mais il y a le problème que vous avez évoqué par rapport à Maradona. Il faudra faire très attention sur les contre-attaques, quoi. Il va falloir, au niveau du placement, être très intelligent et toujours avoir une petite sécurité derrière. On est d'accord. Oh, on est raccord, on est bien. Tu vois, Neptunien et Terrien, on est pas mal. Bon, ça a été relancé tout ça. Pompidou, voilà, il préfère dégager loin. Et sur le deuxième ballon, encore Maradona. Et belle interception de Luis Fernandez. Et cette fois, à l'irrégulière. Il lance Bellone, Bruno Bellone. Au tacle de Cuscifio. Et intervention de l'arbitre. Bon, là, le coup franc, il est loin. Je vous ai dit qu'il y a un match dans le match. Et là, oh là là, discussion entre Alain Giresse qui n'a pas l'air content vis-à-vis de Bruno. C'est vrai qu'on dirait que, je sais pas, ils ont un petit peu du mal à se trouver. Mais Georges Bon, Bruno, c'est quoi le problème là? Le ballon là, tu le veux dans les pieds ou la profondeur là? Il faut que tu donnes des indications là, oh. Et ouais, mais Gigi, comprends une chose là, Cucufio là, il arrête pas de me traiter héros des potes. Je vais me l'emplâtrer celui-là, j'en peux plus, oh. Oh Bruno, mais c'est bon là, oh, on n'est pas avec les pupilles de Canet-Rocheville, on est en finale de la Coupe du Monde, alors reprends-toi. Ouais, t'as raison Gigi, il faut que je me calme, t'as raison. Ah ouais, Bruno, fais gaffe, réponds pas aux provocations, sois au-dessus de ça. Bon, je crois qu'il l'a bien compris, mais c'est bien que Gigi le recadre, même si ça doit être un petit peu agaçant. C'est pas Cucufio, hein, Bruno, c'est Cusciufo, ce qui est pas facile à dire, je te l'accorde. Jeannot Tigana dans le rond central, toujours les Argentins dans leurs 35 derniers mètres, sauf Maradona qui est en pointe et Valdano un petit peu devant, c'est pas le moment de la perdre. Ayache, mais qu'est-ce qu'il nous fait ce crochet là, William Ayache devant l'Articochea qui part et qui relance Maradona, Diego qui passe, oh là là, encore Bossi, ça, ouais, mais cette fois il n'a pas intercepté et cette fois la faute elle est dangereuse. Mais à quoi il pense Max? Ouais, voilà, faute. Ben, bien sûr, je suis trop court, je suis toujours entre deux eaux. Il va falloir absolument trouver une solution. Ah ouais, là, Max, je te comprends. Et puis, gros souci, hein, si le premier coup franc à la première minute était assez loin sur le côté droit excentré. Là, c'est un coup franc idéal pour un gaucher. Ils ont le gaucher, redoutable tireur de coup franc, Diego Maradona. Pour vous dire, on est un poil sur la droite, mais vraiment un poil de la surface de réparation, enfin à 2 mètres au-delà de cette surface de réparation. Et ouais, il y a des grosses discussions. Évidemment, le mur ne se met pas trop à distance. J'ai l'impression qu'on va mettre du temps pour tirer ce coup franc, alors qu'on joue depuis seulement un peu plus de 10 minutes. Et grosse occasion, aïe, pour les Argentins. Mais qui tape là dans la cabine commentateur? Général, qu'est-ce qui se passe? Mais vous aussi, vous êtes au stade Aztèque en 86? Oh, général, vous êtes avec les Neptuniens alors, général. Oh, Dieu, vous savez, je vous soupçonne, la planète étant en feu, de partir en résistance sur Neptune et de venir avec eux. Je me trompe? Oh, Didier, voyons, la planète outragée, la planète Terre brisée, la planète Terre martyrisée, mais la planète Terre libérée.
Vous êtes trop fort, général. Vous êtes derrière tout ça, hein? Vraiment, vous m'épatez. Bon, on a bloqué le match, évidemment, parce que si le général arrive, eh ben, c'est que... c'est qu'il est l'heure. C'est qu'il est l'heure de nous quitter pour ce podcast 44. Et on se retrouvera aux alentours de la 11e minute pour le podcast 45. Encore avec un coup franc pour l'Argentine. Encore avec Maradona. Mais là, les enfants, il y a le feu. Général, bah, puisque vous êtes là au stade Aztèque, il faut conclure. J'arrive. Longue vie aux braves. Voilà les enfants, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout de ceux qui en ont le plus besoin. Quelle aventure, quelle finale. Po, 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 po. Tira el centro, clave, gol.